Merci Madame la maire, merci pour cette introduction qui décrit déjà très bien notre budget. Effectivement, il s'agit de notre budget pour cette nouvelle mandature qui a été, comme vous le disiez, élaborée dans un cadre vraiment particulier de cette crise sanitaire et donc encore de fait plein d'incertitudes. Un budget donc qui vise à la fois à tenter de s'adapter et d'anticiper tant que faire se peut les impacts de cette crise et puis évidemment à commencer à lancer nos chantiers pour cette nouvelle mandature. Vous le disiez, ça a été un vrai travail collectif et je tiens à remercier l'ensemble de nos collègues élus, notamment dans ce travail, mais aussi les services finances qui ont, comme vous le disiez, travaillé véritablement avec acharnement, je me permets de le dire, parce que 2 budgets dans ces conditions sanitaires, ça a été plus qu'un exploit. Donc je les en remercie vivement. Et pour illustrer ce travail collectif, je me permettrai de décrire globalement les grandes orientations et les grands chiffres de ce budget. Et puis je céderai la parole à l'ensemble de nos collègues adjoints coordonnateurs de notre majorité pour présenter plus finement les différentes politiques publiques liées au groupe de travail qu'il préside. Alors donc en introduction, on le disait tout à l'heure, un projet donc de budget 2021 qui s'est fait donc dans un contexte sanitaire véritablement particulier, qui nous a amené à faire quelques choix politiques. Déjà la mise en place d'un fonds de solidarité associatif. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Une enveloppe de dépenses imprévues que l'on a augmentée, passant habituellement d'1 million d'euros à 1 250 000, notamment pour faire face aux frais que vous évoquiez tout à l'heure, Madame la maire, sur la vaccination. Et puis 1 million d'euros en plus, notamment pour le budget du CCAS. Et puis, on le disait aussi, une prise en compte des premières orientations du mandat, des orientations évidemment que l'on a portées pendant la campagne et avec un accent fort sur les aspects sociaux et écologiques. Et donc, pour commencer, une première réflexion sur des critères genrés et écologiques au niveau de notre budget. Donc, c'est un travail que l'on va mener tout au long du mandat. On ne part pas de rien. Si vous vous souvenez, au conseil municipal précédent, nos collègues Daniel Guillotin d'une part et Geneviève Le Tourneux d'autre part avaient déjà présenté un certain nombre d'indicateurs en termes de développement durable et d'égalité femmes-hommes. Et donc nous allons reprendre une partie de ces indicateurs et poursuivre le travail de construction d'autres indicateurs et de les mettre progressivement face à nos différentes lignes budgétaires pour pouvoir construire progressivement un budget genré et un budget climat. Et une des premières étapes aussi cette année sera de travailler sur nos demandes de subventions, sur nos octrois de subventions, et voir comment, avec le tissu associatif, nous allons pouvoir travailler à des règles d'éco-conditionnalité et d'éga-conditionnalité progressifs pour que aussi dans ces subventions, on puisse voir des progrès sur ces questions d'égalité femmes-hommes et d'impact environnemental de nos subventions. Une enveloppe énergétique aussi plus importante, une enveloppe pour les travaux en matière d'économie d'énergie. Elle était précédemment de 3 millions d'euros, elle passe cette année à 4 millions d'euros, donc avec un véritable souci, et on le verra tout au long de nos investissements, de pouvoir travailler à la rénovation thermique de nos bâtiments. Et puis des débuts d'études sur des nouveaux équipements que nous avions prévus dans le programme municipal, et notamment, je pense à la piscine de Villejean ou le stade d'Ovalie, donc pour le rugby et le football américain sur le secteur des Gailleuls. Si on passe globalement sur le budget consolidé, vous avez sur le graphe que vous avez devant vous un budget consolidé global de plus de 426 millions d'euros. Quand je dis budget consolidé, c'est à la fois sommer le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de notre budget principal, mais aussi l'ensemble des budgets de ZAC, de production photovoltaïque, de pompes funèbres. Donc voilà, ça montre vraiment la totalité de notre budget. Vous le voyez, et Madame la maire le disait en introduction, un budget déjà très conséquent, puisque plus de 9% par rapport au budget 2020. Ce budget conséquent, il est à la fois, et particulièrement sur la section investissement, lié à des nouveaux équipements qui arrivent et qui se terminent en fait sur cette année
qui avait été lancée au mandat précédent. Donc on voit la fin d'une consommation budgétaire assez forte avec l'arrivée de nouveaux équipements, et puis l'envie aussi et le besoin de travailler avec le secteur économique local grâce à une commande publique responsable tournée vers l'économie locale pour pouvoir investir et favoriser d'une certaine manière l'économie de notre métropole et de notre région. Et vous le voyez aussi enfin sur ce graphe tout en bas, sur le petit bâton vert, une augmentation du budget de ZAC qui est liée, et on en aura une délibération spécifique, à la création d'un budget spécifique pour la nouvelle ZAC du Bois-Perrin. Je vais passer maintenant à la description des dépenses de fonctionnement. Donc des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent du coup en tout à 280,6 millions d'euros, donc plus 2,2% par rapport à notre budget prévisionnel 2020. Si je vais zoomer au fur et à mesure de la présentation sur les trois postes principaux, hein, vous le voyez, il y a déjà les charges de personnel de fait qui pèsent pour 60% dans notre budget et donc qui sont en augmentation cette année de manière significative de plus d'1,9%, notamment pour répondre aux besoins de tranquillité publique que l'on a déjà longuement évoqués en début de ce conseil, mais aussi d'éducation. Un autre poste qu'on va analyser un tout petit peu plus, qui est donc la question des autres charges de gestion courante pour 63 millions d'euros, qui concerne en grande partie les subventions au secteur associatif. Et puis les charges à caractère général de près de 44 millions d'euros qui correspondent en fait à l'ensemble des besoins de la collectivité pour fonctionner au quotidien. J'entends par là tout ce qui est fournitures diverses et variées. Donc, si je passe à la diapo suivante, vous voyez donc le focus sur la création des postes. Donc, je vous disais, un budget sur le personnel qui augmente de 1,9% et avec, comme on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, une importance cette année sur le recrutement des policiers municipaux pour un budget de plus de 700 000 euros sur ce poste-là. Une part importante aussi, comme vous le voyez, sur l'éducation, notamment liée à l'ouverture de nouvelles classes. Je passe à la diapo suivante sur les dépenses liées aux autres charges de gestion courante. Donc vous voyez un besoin particulier, je vais bien vous cliquer un coup Jean-Marie, un besoin et une véritable augmentation de nos subventions, puisqu'on a près de 40 millions d'euros de subventions, tous secteurs confondus, donc une hausse importante qui conforte le besoin et l'envie et la motivation de la ville de conforter les associations dans leur fonctionnement, mais particulièrement dans ce cadre de crise sanitaire. Nous avons souhaité créer, on le voit avec un clic supplémentaire, Jean-Marie, merci. Nous avons souhaité créer un fonds de solidarité pour l'ensemble de nos associations et c'est une petite particularité de notre budget cette année qui, j'espère, ne sera qu'une exception cette année puisqu'il est totalement lié à la crise. C'est un fonds qu'on a co-construit à plusieurs élus et notamment toutes celles et ceux qui sont particulièrement concernés par les questions de subvention. Je pense à Rosanne Andro, à David Travers, à Benoît Carré, Frédéric Boursier ou Gaël Rougier. Et on a essayé de travailler sur la mise en place de ce fonds, l'idée étant de pouvoir mutualiser une petite partie des subventions que l'on octroie notamment aux structures qui sont les plus subventionnées par la ville pour pouvoir les redistribuer en fonction des réserves financières de chacune des structures en fin d'année pour accompagner notamment les associations qui seraient le plus en peine financièrement. Donc plus concrètement, toute association qui reçoit une subvention entre 75 000 et 200 000 euros s'est vue écrêter sa subvention de 2%. Toute structure qui reçoit une subvention de plus de 200 000 euros s'est vue écrêter sa subvention de 2,5% momentanément.
pour créer ce fonds. Et donc, à l'aune à la fois des résultats financiers des structures associatives en 2020 et des exercices courants 2021, nous allons voir comment progressivement redistribuer ce fonds afin d'aider de manière totalement intersectorielle, donc que ce soit des équipements de quartier, que ce soit des équipements culturels ou sportifs, ces subventions et essayer d'éviter qu'un certain nombre d'associations ne puissent survivre à cette crise sanitaire. Autre point spécifique dans ces charges de gestion courante et dans les subventions, nous augmentons aussi de plus d'1 million d'euros la subvention au CCAS qui passe désormais à 13 millions d'euros, mais je laisserai David Travers en parler un peu plus tout à l'heure. Je passe ensuite aux dépenses de charges à caractère général. Donc pour un montant, vous le voyez, de plus de 44 millions d'euros, légèrement en augmentation. Ça dépend en gros des postes. Nous voyons un poste fluide qui, pour le coup, diminue un petit peu cette année malgré l'arrivée de nouveaux équipements. Alors c'est essentiellement dû au fait qu'on profite cette année de tarifs plus avantageux en termes d'électricité et de gaz. Un budget par contre sur tout ce qui est fourniture qui augmente en grande partie lié à toutes les dépenses sanitaires que nous pouvons avoir en termes d'achat de gel, de masques, j'en passe et bien d'autres. Et puis un petit zoom sur les dépenses alimentaires qui augmentent aussi, liées à la fois à des effectifs plus importants dans nos cantines, une augmentation des coûts alimentaires et puis l'objectif d'atteindre 40% de denrées durables en fin d'année sur notre restauration scolaire. Vous voyez sur la diapo suivante la répartition de ces dépenses de fonctionnement à l'aune des différentes politiques publiques. Je ne vais pas m'attarder sur ce transparent. Je laisserai un peu plus tard la parole à mes collègues adjoints coordonnateurs de chaque groupe de travail, vous expliquer plus en détail la répartition qu'il peut y avoir et les politiques publiques qui se cachent derrière ces millions d'euros. Je vais passer aux recettes de fonctionnement. Donc des recettes de fonctionnement, comme vous le disiez, Madame la maire, en introduction, qui sont finalement relativement stables par rapport à 2020, malgré pour le coup des dépenses en parallèle plus importantes. On voit notamment des recettes, une dotation de l'État, d'une part plutôt stable, plutôt équivalente à ce qu'on avait l'an passé, un produit des taxes qui du coup est un peu modifié, même si dans son montant il reste relativement constant par rapport à l'an passé, modifié puisque cette taxe d'habitation n'est plus dans le giron de notre collectivité, mais a été compensée par la taxe foncière du département, ce qui fait que nous avons cette année une forme d'année blanche qui stabilise en gros ce produit de taxe par rapport à ce qu'on avait l'an passé et qui nous empêche de bénéficier d'une forme de dynamique que nous avions sur cette taxe eu égard au fait que notre ville accueille évidemment beaucoup d'habitants chaque année. Nous avons observé pour le moment, et je le dis vraiment avec une grande prudence, une baisse de 2% sur nos produits de services, liés essentiellement évidemment à la crise, mais aussi à notre politique volontaire de mettre en place une certaine gratuité dans les équipements culturels, et je pense particulièrement aux bibliothèques ou aux musées. Très sincèrement, à l'aune de la construction de ce budget, nous n'avions pas encore toutes les cartes en main de la crise sanitaire et j'aurais bien envie de vous dire qu'on les a toujours pas évidemment et que nous regarderons de manière plus précise au cours des décisions modificatives que l'on aura en juin et à l'automne sur cette baisse de produits de services que l'on attend eu égard notamment à la fermeture de nos piscines municipales. Il est à noter aussi une baisse conséquente de la participation de la CAF, puisque le système de compensation de la CAF pour nos crèches municipales change à partir du mois de septembre, eu égard à une réforme du mode de financement de la CAF par rapport à la mise en place de la réforme horaire, c'est-à-dire que les parents devront payer désormais à l'heure et plus à la journée, ce qui change aussi du coup le mécanisme de compensation de la CAF et ce qui n'est pas neutre pour nos recettes.
Sur la diapo suivante, vous avez juste un petit focus pour vous montrer l'impact du coût des produits de service, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui représentent quand même un volet important de nos recettes. Pour vous donner deux petites illustrations, un coût de repas aujourd'hui à la cantine scolaire revient à la ville à l'équivalent de 11,90 €, quand en moyenne, même s'il y a évidemment des tranches liées aux quotients familiaux des familles, et sur lequel d'ailleurs nous allons retravailler cette année. Néanmoins, aujourd'hui, le coût du repas, il est pour un parent de 3,80 €. Donc évidemment, ça n'est pas neutre, mais néanmoins, il y a de fait un investissement de la ville sur ces coûts. De la même manière, si on compare le coût d'une heure de garde en crèche aujourd'hui, il est de 10,20 € pour la ville et coûterait aussi 3,80 € pour l'usager. J'en profite pour vous signaler que sur le site dataviz-rennesmetropole.fr, on a l'ensemble de ces coûts et de manière assez dynamique, ce qui permet de voir véritablement comment ces services peuvent être financés. Pour finir sur la partie budget de fonctionnement, donc je vous disais au cours de la présentation, des dépenses de l'ordre de 280,6 millions d'euros, des recettes de 302,6 millions d'euros. Et donc, du coup, le delta de l'ordre de 22 millions d'euros qui passe en autofinancement et qui va nous permettre de financer une partie de nos investissements. Malgré tout, même si on arrive à dégager ces 22 millions d'euros, ce qui est plutôt une bonne chose, on a quand même dans cet autofinancement une baisse significative par rapport à ce qu'on avait en 2020, puisqu'en 2020, nous avions cet autofinancement ou épargne brute de l'ordre de 28 millions d'euros. Donc on a une baisse de près de 21% que l'on assume, en espérant que ça ne se dégrade pas trop encore plus, en tout cas eu égard aux conséquences potentielles de la crise. Je vais passer à la partie dépenses d'investissement. Donc sur le tableau, vous voyez un accroissement significatif aussi de nos dépenses d'investissement qui sont liées évidemment à l'arrivée d'un certain nombre de nos équipements qu'on avait donc lancés au cours du mandat précédent, l'Antipode, le conservatoire, on en verra quelques exemples juste après. Donc vous voyez un niveau d'investissement fort puisque nous passons sur les dépenses d'équipement à 110 millions d'euros quand nous avions planifié en 2020 88 millions d'euros. Donc cela traduit évidemment donc, cette fin de cycle d'investissement, mais aussi une volonté de continuer nos investissements et notamment à travers une commande publique forte vis-à-vis de nos entreprises locales, fortes mais aussi responsables à la fois sur des critères sociaux et sur les critères environnementaux. Je vous présente sur la diapo d'après justement un petit focus sur la façon dont on présente et dont on programme en fait aujourd'hui nos investissements. Enfin, je dis aujourd'hui, c'est depuis déjà l'année dernière, donc depuis 2020. Les investissements sont répartis sous forme d'autorisation de programme, qui sont globalement des grosses enveloppes pluriannuelles que l'on peut soit allouer à un projet très spécifique, comme la construction d'un gros bâtiment, l'Antipode par exemple, sur lequel on peut mettre donc des crédits sur plusieurs années. Et puis, chaque année, on ouvre des crédits de paiement pour l'année en cours. Donc ça, c'est les autorisations de projet, des autorisations de programme dites de projet. On a aussi des autorisations de programme dites millésimées, où tous les ans, on les alimente et qui correspondent plus à des opérations récurrentes, essentiellement liées à des questions de maintenance d'équipement, maintenance d'espaces verts, par exemple. Donc vous voyez sur le graphe présenté, et là aussi dans le détail des politiques publiques, les collègues iront un peu plus dans le détail, mais juste pour vous montrer comment fonctionne cette histoire d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Si je prends le premier onglet de pilotage d'action publique, donc on a une autorisation de programme globale donc sur plusieurs années de plus de 68 millions d'euros. Et avec un crédit sur 2021 de 23,45 millions d'euros. Et la différence entre la partie en vert et la partie en bleu, c'est que la partie en bleu est bien la partie millésimée, donc on retrouve en fait de manière récurrente chaque année, quand la partie en vert identifie du coup des projets bien spécifiques qui sont des autorisations de programme sur un projet.
Donc au total, on le voit dans le petit camembert en haut à droite, nous avons des autorisations de programme ouvertes pour 402,6 millions d'euros. Et sur 21, donc sur 20, on avait déjà ouvert l'équivalent de 325 millions d'euros, puisque ça représentait en fait l'ensemble des investissements qui étaient déjà en cours, donc forcément il y avait un gros budget. Et sur 2021, nous ouvrons donc 93 appels à programme millésimés, qui sont donc des choses récurrentes, et puis une autorisation de programme très spécifique qui est liée au stade Ovalie des Gailleuls. Voilà ce que je voulais vous préciser sur ces autorisations de programme. Si je passe un tout petit peu plus en détail sur le transparent d'après, sur ces autorisations de programme de projet, ils ne sont peut-être pas forcément très lisibles sur la diapo, mais juste vous montrer les gros projets qui sont liés à ces autorisations de programme. On voit par exemple l'Antipode, le pôle associatif du Blône, le conservatoire. Sur les groupes scolaires, on a les grosses enveloppes des groupes scolaires qui vous ont été déjà présentés, comme Beauchardonnay, Europe, Simone Veil, le Palais Saint-Georges, dont les études vont particulièrement prendre de l'ampleur cette année, les Prairies Saint-Martin, qui sont un projet déjà démarré depuis un moment, et puis on voit donc cette création de la nouvelle autorisation de programme pour le pôle Ovalie cette année. Pour équilibrer l'ensemble de ces dépenses d'investissement, il y a évidemment donc l'autofinancement qu'on voyait tout à l'heure de 22 millions d'euros, une part aussi liée au fonds de compensation de TVA, et puis le reste, ce sera un emprunt qui est aujourd'hui estimé à 86 millions d'euros, donc qui sera évidemment affiné au cours de l'année et des avancées du projet. J'en ai fini pour la présentation grande masse, j'ai envie de dire, du budget. On va passer à une présentation effectivement des présidents de groupe, et Monsieur Semril, si vous voulez bien, je vous cède la parole. Merci Madame Noisette pour cette présentation liminaire. Permettez-moi peut-être, avant de rentrer rapidement dans quelques détails de ce budget autour de notre commission, de saluer peut-être les collègues qui travaillent au quotidien avec nous, Rosen Andro, Flavie Boukenoufa, Frédéric Boursier, Benoît Carrel, Madame Casabuerta Palmada, Annabelle Marie, Claire Lemeyer, Catherine Philippou et Madame Tonon. J'espère que je n'oublie personne, mais c'est aussi une manière de saluer ce travail collectif. Vous l'avez dit Madame la maire, vous l'avez dit Madame Noisette, je crois qu'un budget c'est aussi l'incarnation finalement de nos politiques publiques, et c'est aussi un moment de vérité, parce que c'est sans doute un principe qui nous guide depuis très longtemps dans cette ville, c'est de pouvoir dire ce que nous allons faire et de faire ce qu'on a dit. Et donc j'invite les plus sceptiques à peut-être nous retrouver d'ici quelques mois à travers le compte administratif qui viendra effectivement vérifier si ce BP a bien été établi comme tel. En matière culturelle, cher Benoît, nous avons, je crois, la chance de pouvoir vivre un moment inédit, historique, important, puisque nous aurons l'occasion je l'espère, d'inaugurer dans les meilleures conditions, je l'espère, 2 lieux culturels importants que sont le Conservatoire à rayonnement régional au cœur du Blône, ainsi que l'Antipode MJC, qui là aussi ouvrira dans ce nouveau quartier qui est la Courrouze. 2 équipements culturels à plus de 20 millions d'euros, c'est dire combien nous plaçons la culture et les enjeux de la culture à un haut niveau d'engagement. C'est évidemment aussi, mais notre collègue Benoît Carrel a eu l'occasion déjà de le rappeler, comme Tristan Lahaye dans l'instance métropolitaine, c'est toutes les politiques de soutien au quotidien de nos associations culturelles, et en particulier en ce moment avec des soutiens exceptionnels qui permettent là aussi de pallier à ces difficultés du moment. Je rappelle également, pour avancer dans le sport avec notre collègue Frédéric Boursier, que ce budget, il est aussi un budget conquérant, parce qu'on sait qu'un certain nombre d'acteurs, d'associations sportives notamment, qui ont pour but de promouvoir le sport amateur, sont en grande difficulté, notamment depuis que les compétitions ont été annulées. Et là aussi, avec ce premier budget de ce mandat, c'est de réaffirmer
combien l'activité physique et sportive, le haut niveau, quel que soit son niveau, est important dans cette ville, et donc nous aurons un budget sportif qui soit évidemment à la hauteur de cette ambition, tout en n'oubliant pas tous les travaux de rénovation, parce que c'est aussi la particularité de ces budgets en matière sportive, c'est évidemment d'entretenir notre patrimoine sportif, de le rénover, de le mettre aux normes environnementales, et puis surtout de pouvoir répondre aux évolutions de pratique ou aux nouveaux besoins. Et je pense que cette année, s'il y a un investissement à retirer parmi tant d'autres, c'est la rénovation de la piste d'athlée du stade de Courtemanche, qui est très attendue à la fois dans le quartier, mais aussi pour l'ensemble des athlètes de la région, tant ce stade représente beaucoup en matière de prouesse sportive. Sur la vie associative, Rosanne Andro y reviendra, je pense, mais je crois que Nadège Noisette l'a dit, il y a un élément très important à saluer dans ce budget, qui est le Fonds de solidarité associative, qui permettra, nous l'espérons, de pouvoir soutenir de manière intelligente et très concrètement de pouvoir finalement adapter les ressources financières aux besoins très directs des associations. Comme dans le milieu sportif, vous avez un certain nombre d'associations qui souffrent de cette situation sanitaire, qui souffrent de cette situation économique et sociale. Et tout notre travail, ça sera évidemment, à travers l'élaboration de ce budget, s'il est voté, mais j'en ai aucun doute, eh bien de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs qui, précisément, dans tous les quartiers, œuvrent au quotidien pour tout simplement faire en sorte que dans cette ville, la cohésion sociale demeure. Et puis évidemment, je n'oublie pas, chère Flavie, chère Annabelle, qui doit nous écouter, l'ensemble de nos politiques vis-à-vis de l'Europe et de l'international qui, là aussi, permettent tout simplement de faire rayonner notre ville à l'international en engageant des partenariats. Notre collègue Flavie Bouquet-Nouffa aura l'occasion en fin de conseil municipal d'illustrer cette politique à travers une délibération qui lui tient à cœur, je le sais, et qui permettra là aussi de renforcer nos solidarités à l'échelle internationale. Donc vous le voyez, vous le lisez, à travers ces quelques exemples, nous avons concrètement un budget qui est prêt pour nous permettre de travailler activement dans cette année en cours et surtout au plus près des besoins des Rennaises et des Rennais. Je vous remercie. Monsieur Travers. Oui, si maintenant on passe donc à la solidarité et la cohésion sociale, en préambule, en rappelant effectivement que la commission est animée avec tous mes collègues dans les différentes dimensions qui sont évoquées dans les diapositives qui suivent, et je me permets de les remercier. Gwendoline Affilé, Jean-Marie Gouetter, Mathieu Jeanvrin, Geneviève Le Tourneux, Jean-François Monnier, Yannick Nadessane, Cécile Papillon et Priscilla Zamor au titre d'un parallélisme des sujets au niveau métropolitain, mais aussi les 5 collègues des quartiers prioritaires de la ville, Marion Deniau, Xavier Desmaux, Christophe Fouillère, Ségolène Frisk et Béatrice Acny-Robin, mais aussi finalement bon nombre d'entre nous ici, parce que depuis 6-8 mois, les sujets nous font rencontrer les autres disciplines, dirais-je, ce qui nous permet de débattre. Et enfin, je tiens à le dire aussi, des discussions importantes avec les élus de l'opposition, avec qui j'ai pu échanger sur différents sujets, notamment me concernant directement. Je vais revenir donc effectivement sur les 19 millions et quelques qui sont dévolus à l'ensemble de la solidarité et de la cohésion sociale. Solidarité donc, avec effectivement, bien évidemment, vous vous en doutez, dans le contexte, mais pas seulement du tout, la question du soutien aux associations, mais aussi évidemment au pivot central de beaucoup d'actions qui est notre centre communal d'action sociale, avec cette année donc au budget prévisionnel 13 445 000 euros d'engagés pour l'ensemble des actions. Évidemment, ensemble des actions autour de tout ce qui se fait dans le cadre du CCAS, de l'accompagnement, les prestations facultatives, et beaucoup d'autres choses, mais aussi la mise à l'abri des exilés dans nos dispositifs, ainsi que dans les dispositifs associatifs dont on peut rappeler qu'ils sont évidemment accompagnés par la ville. Sur la partie insertion, et pour une part des actions qui vous sont présentées là, innovation sociale aussi, la question de la poursuite de l'inclusion numérique dans les espaces sociaux communs, sujet extrêmement important aux ramifications multiples pour à peu près toutes les actions d'ailleurs, social, le renouvellement du projet d'établissement du restaurant social Le Perdi qui est en cours. Évidemment, ça a été évoqué précédemment par notre collègue, la candidature à territoire zéro chômeur de longue durée qui avance et qui nécessite notre soutien entier en continu.
d'autant plus que voilà, la période est clé pour les candidatures. Le lancement de la réflexion sur le revenu minimum garanti, dont vous imaginez bien que nous reviendrons avec des besoins plus conséquents que la somme allouée cette année dans le cadre du lancement de la réflexion. Si on évoque maintenant aussi quelques actions, et vous me pardonnerez ce catalogue, autour de l'habitat, deux actions sont principalement évoquées là, la simplification du parcours de l'usager qui représente beaucoup de travail, mais aussi, dans un cadre plus du futur, le développement des nouvelles formes d'habitat, plus légères, plus agiles, que souhaite construire et ensuite développer Mathieu Jeanvrin et toute l'équipe. Concernant Animal dans la ville, le lancement de la réflexion sur la charte autour de la condition animale qui va se faire sur cette année et qui est donc budgétée. Sur maintenant la partie santé, le soutien à l'ouverture du centre de santé du Blot, dont il ne vous a pas échappé qu'il vient effectivement d'ouvrir et qu'il va s'agir d'accompagner et que l'on accompagne. Le soutien aux actions de prévention et réduction des risques dans le contexte Covid et la mise en œuvre, enfin, pour prendre quelques exemples, bien sûr, des propositions issues de la mission 5G qui va nous occuper dans quelques minutes ou plus. Concernant les personnes âgées et les actions en faveur des personnes âgées, va débuter la deuxième phase de travaux de la maison des aînés et des aidants. Se pose aussi, côté budget, l'accompagnement de la réflexion sur les EHPAD hors les murs, qui sont un engagement important que nous avons pris, mais aussi des expérimentations, notamment des actions autour du sport et de l'équilibre physique, donc avec les actions faire du sport en vieillissant. Côté handicap encore, on peut évoquer dans le cadre de notre budget 2021 la semaine locale du handicap et l'installation d'aires de jeu inclusives dans les parcs, qui est un enjeu extrêmement important et qui nous tient à cœur, bien sûr. Sur le contrat de ville, évidemment, il s'agit de maintenir et de développer les conventions pluriannuelles autour de bon nombre d'associations qui ne sont pas toutes listées, bien sûr, sur la diapositive. Et par ailleurs, de renforcer, nous en avions d'ailleurs déjà parlé depuis le début d'année, les dispositifs adultes relais, excusez-moi. Avant-dernier paragraphe sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Le budget est orienté autour, d'une part, de la réactualisation du plan d'action à partir, bien évidemment, des éléments de bilan qui sont régulièrement dressés. La poursuite du plan de lutte contre les discriminations qui se poursuit jusqu'à 2023 et qui contient un certain nombre d'actions qui doivent être évidemment budgétées sur l'année en cours, mais aussi les deux suivantes. Et enfin, parmi bien sûr d'autres choses, la définition des besoins sur le projet qui est aussi inscrit de lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. Pour terminer enfin, évidemment notre dispositif Sortir avec la question autour des actions de promotion du dispositif et de développement de l'accompagnement social et de la médiation culturelle, tout particulièrement, bien entendu, au milieu du maintien du budget autour de toutes les actions pour sortir, dont la ville de Rennes est un des principaux financeurs, mais pas le seul. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Lénec Briaud. Oui, merci. Vous me permettrez à mon tour d'associer à cette présentation les collègues qui, dans leur cadre de leur délégation, travaillent sur les thématiques de citoyenneté, l'ensemble des élus de quartier, bien évidemment, et puis les élus sectoriels. Je veux par ailleurs remercier les services de la ville de Rennes qui sont mobilisés à nos côtés avec compétence et disponibilité. Avec ce nouveau budget 2021, l'engagement de la ville dans les quartiers est non seulement maintenu, mais renforcé dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. Nous avons donc une première enveloppe de 57 858 € pour soutenir les actions de quartier, puis une seconde enveloppe de 97 000 € qui est répartie entre les quartiers au prorata de leur population avec un bonus au quartier politique de la ville. Cette provision est à la main, vous le savez, de chaque conseil de quartier et implique directement la vie locale 2021.
Au-delà de l'ensemble des concertations citoyennes qui sont menées, donc la mission 5G, on en parlera tout à l'heure, la charte de la construction, le printemps de la concertation, les Rennaises et les Rennais et les associations sont au travail pour rédiger notre nouvelle charte rennaise de la démocratie locale, pour repenser et améliorer nos outils et pour évaluer notre budget participatif. Évoquant le budget participatif, vous dire qu'une enveloppe exceptionnelle de 1 150 000 € est inscrite à ce budget pour financer les projets qui sont issus du budget participatif des saisons 1 à 4. Il nous reste en effet à financer cette année quelques projets, à savoir un jardin chinois dans le parc de Maurepas, des passerelles à la base nautique de la Plaine de Beau ou encore des financements pour couvrir le boulodrome de Bricquigny. Et puis nous avons aussi inscrit, comme on le fait chaque année, une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour les projets qui seront issus du budget participatif de la saison 5 et qui seront soumis au vote des habitants à partir du 2 avril prochain et jusqu'au 18 avril. Concernant le plan propreté, cher à notre collègue Cyril Morel, nous allons maintenir nos efforts dans la lutte contre les tags, avec la présence sur le terrain, singulièrement en centre-ville, de 10 agents. Et puis dans les quartiers, nous avons recours à un prestataire pour un budget de 280 000 €. En parallèle, on poursuit le travail sur l'équipement sanitaire dans le centre-ville et sur les espaces publics festifs. Concernant la prévention de la délinquance et de la médiation, c'est un soutien fort et nécessaire, chère Annick Béchet, en direction des différentes équipes de médiation de jour, de nuit, médiation à l'école, médiation de voisinage, pour un montant de 400 000 €. Et je voudrais à cet instant saluer les agents de la ville de Rennes qui se sont engagés l'an dernier dans une démarche expérimentale de médiation le soir en centre-ville. Et nous espérons vivement que cette expérimentation puisse se poursuivre cette année, dès que les conditions sanitaires ne nous permettront. À noter aussi un crédit de 44 669 € au titre de la prévention de la délinquance pour accompagner les projets d'association en direction des jeunes et des familles. Et puis ce premier semestre 2021 est aussi marqué, on l'a évoqué ce soir, par notre démarche de livre blanc de la sécurité et de la tranquillité publique, une démarche de concertation ambitieuse non seulement auprès de nos partenaires, mais aussi plus globalement auprès des Rennaises et des Rennais, afin de recueillir bien évidemment leurs attentes en matière de sécurité et de tranquillité publique. Et toute cette matière que nous allons récupérer lors de ces différents temps de concertation vont venir nourrir la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui sera soumise à notre conseil municipal en septembre prochain. Je vous invite d'ailleurs, mes chers collègues, à prendre part aux différents ateliers participatifs qui auront lieu à partir du samedi 17 avril et jusqu'au jeudi 22 avril prochain pour nourrir justement cette démarche du livre blanc. Nous vous adresserons dans les prochains jours le programme complet de ces ateliers. Concernant la vie nocturne, avec les collègues et plus particulièrement Didier Le Bougeant et Cyril Morel, et en lien avec les acteurs volontaires, nous travaillons au retour à la vie nocturne, à un retour à la vie normale, avec notamment la mise en place d'un comité des noctambules qui se veut un espace de dialogue et de proposition. Dernière diapo concernant la sécurité et la police municipale, on l'a évoqué aussi avec la hausse des dépenses de fonctionnement. Alors là, c'est une hausse de dépenses de 300 000 €, c'est au-delà des 700 000 € au niveau des ressources humaines. Là, c'est 300 000 € qui sont inscrits liés aux achats des nouveaux équipements pour nos agents. C'est l'achat de caméras piétons, d'uniformes et de dotations individuelles. C'est aussi la réalisation de travaux transitoires au Palais Saint-Georges pour permettre l'accueil des nouvelles recrues dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce sont des travaux au niveau des vestiaires et des sanitaires, de la salle d'armes, mais aussi de la salle de restauration et des bureaux administratifs. C'est également l'acquisition des pistolets à impulsion électrique et l'investissement dans des armoires blindées de stockage, et puis également l'augmentation du volume horaire de formation en lien avec le CNFPT pour les habilitations à l'armement, et puis en interne pour des formations aussi contre la lutte contre les discriminations et la laïcité. Voilà rapidement présenter les engagements de la ville de Rennes pour cette année 2021 au titre de la vie des quartiers, de la citoyenneté et de la sécurité. Merci Madame Briérou. Je passe la parole à Madame Rougier.
Merci Madame Noisette. Une petite présentation rapide de notre groupe de travail Ville éducatrice qui articule les politiques d'éducation, dont celle de la réussite éducative menée par Muriel Gandolferec, celle de la ville à taille d'enfant portée par Lucille Corr. Ce GT intègre aussi évidemment la politique petite enfance portée par Arnaud Stéphan et celle de la jeunesse portée par ma collègue Iris Bouchonnet. Je remercie tous ces collègues pour le travail collectif que nous menons depuis le début de ce mandat, que ce soit sur les dossiers au quotidien, mais aussi dans l'élaboration de la feuille de route politique que nous avons co-élaborée. Donc un budget 2021 pour la ville éducatrice marqué bien sûr par un fort investissement, notamment sur le bâti, notamment le bâti scolaire, et avec une nécessaire adaptation à la pandémie et l'incertitude parfois dans ses impacts financiers encore à venir. Une remarque, mais comme d'autres services municipaux, notamment de solidarité, crèches, écoles, centres de loisirs, réussite éducative, ont toujours continué à tourner depuis un an, même lors du premier confinement, avec l'accueil des enfants, des personnels prioritaires, et puis des enfants de ceux qu'on a appelés de seconde ligne. Alors quelques points saillants que nous souhaitions mettre en lumière ce soir avec les collègues concernant la politique jeunesse, c'est le dispositif Job à Rennes qui vise à renforcer l'accès des jeunes à la découverte de la vie professionnelle avec le développement de vacations au sein des structures associatives et des collectivités. Et puis bien sûr, c'est le soutien aux activités de loisirs sportifs et culturels des jeunes dans une démarche d'aller vers, le soutien aussi aux structures et tiers-lieux des quartiers politiques de la ville dans leur accueil des jeunes adultes, le soutien à l'engagement des jeunes bénévoles et des jeunes engagés en service civique, et puis toujours dans une démarche d'aller vers, qui est un enjeu majeur des politiques de jeunesse, notamment dans la période, avec un renfort des effectifs des animateurs présence de rue sur les quartiers prioritaires à partir de la mi-avril, et un poste supplémentaire au DECODE, qui est le lieu ressource pour l'accès aux droits des jeunes. En matière d'éducation, on peut noter donc l'investissement dans le bâti, les extensions-rénovations d'écoles pour 2021. Je citerai l'école Prévert élémentaire, le groupe scolaire Torigné, et puis bien sûr la livraison de l'école Pasteur que vous avez sûrement suivi dans les médias, et puis les premiers engagements financiers pour les 3 écoles à venir en 2022-2023, à savoir Beauchardonnay, Rochester et surtout Simone Veil. En matière de cours végétalisés et non genrés, je peux citer les cours Marie-Pape Carpentier élémentaire, Île maternelle et Torigné qui auront lieu dans l'année. Nous poursuivons évidemment la mission de lutte contre les inégalités éducatives. Le dispositif de réussite éducative a été d'autant plus sollicité par les enfants et les familles en cette période de pandémie, et notamment aussi la réussite éducative qui participe pleinement à la cité éducative du Blône. On peut noter aussi le travail de la ville qui est assez exemplaire, assez remarquable sur le renfort de l'accueil des enfants à besoins spécifiques. La ville met déjà 1 million d'euros pour assurer l'accompagnement sur les temps périscolaires de ces enfants, sur les temps de vacances, mais aussi notamment sur le temps de la pause méridienne. Et nous poursuivons cet engagement. En matière de santé aussi, nous pouvons noter dans le cadre de la cité éducative le recrutement d'une infirmière scolaire et puis du travail de diagnostic de la santé des enfants du Blône en partenariat avec le HESP et les services de l'éducation nationale. Et puis un petit point dont je me réjouis, mais ça y est, nous avons engagé notre travail de diagnostic sur les sanitaires des écoles. Voilà, ce qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas du tout, et qui va nous engager à mener peut-être des travaux et avoir en tout cas des préconisations sur l'usage et l'aménagement des sanitaires dans nos écoles. Concernant aussi l'axe de la citoyenneté active, bien sûr, je citerai l'expérimentation du budget participatif des écoliers et des écolières qui aura lieu au cours de l'année. Et puis, mais ça a été cité parce que c'est un axe aussi transversal, la ville à taille d'enfant, c'est la question des aires de jeu. Notamment, je citerai l'aire de jeu inclusive Amorpa, en concertation avec les habitants, les enfants de l'école Tréguin et les associations de personnes en situation de handicap. Et puis, sur le numérique, eh bien, vous avez vu que l'EduLab a ouvert et tout ce que je peux dire, c'est que les créneaux dédiés aux scolaires en matinée sont déjà tous réservés jusqu'à l'été. Donc voilà, un grand succès d'ores et déjà de l'EduLab.
Concernant la politique petite enfance, notons la création d'ores et déjà de 54 places supplémentaires avec les crèches en crèche associative et crèches municipales, notamment avec la crèche Regard d'enfants, qui est l'ancienne crèche départementale de Borgard, qui a été reprise par la ville en 2020 en partenariat avec la SFAD. Et puis, mais je ne vais pas trop y revenir puisque Nadège Noisette l'a détaillé, le grand chantier en matière de politique de petite enfance pour l'année, ça sera celui de la PSU horaire avec les nouvelles modalités de facturation en famille. Notons quand même qu'en matière de perte de recettes, sur des recettes de près de 10 millions, on est quand même à 890 000 € au total de pertes possibles, voilà, liées à cette PSU horaire. Donc voilà, nous sommes en discussion évidemment avec la CAF. Merci, Monsieur Hervé. Bien, commencer par remercier les collègues qui, chacun dans leur délégation, travaillent à la réussite de nos politiques publiques relatives à l'aménagement, aux transitions écologiques et au climat, à savoir Didier Chaplon, Valérie Faucheux, Daniel Guillotin, Ludovic Brossard, Mathieu Terrier, Iris Bouchonnet, Jacques Pinchard et Laurent Hamon qui m'aident à faire en sorte que l'ensemble de la feuille de route qui nous a été assignée pour ce mandat 2020-2026 soit réalité. Dans cette première diapositive, nous revenons sur ce qui est un point important du programme municipal, à savoir demeurer une ville accueillante et dynamique. Nous entendrons donc poursuivre des opérations dans nos zones d'aménagement concertées, donc celles qui sont en cours, mais aussi d'ouvrir de nouvelles ZAC. Vous savez, depuis janvier dernier, que l'on a ouvert celle du Bois-Perrin, et ce sont 4,4 millions d'euros en 2021 qui seront à mettre en œuvre pour avancer sur cette ZAC du Bois-Perrin. Sur la ZAC du Hauts-de-Sancerre, ce sont 2 millions d'euros qui sont prévus à notre budget. Un des marqueurs forts du programme municipal est celui de la rénovation urbaine de nos quartiers. C'est une rénovation urbaine que l'on souhaite complète, du bâti aux espaces publics, en passant par l'insertion économique et les équipements scolaires, culturels, au service du droit à une qualité du cadre vie pour tous. Deux moments forts nous réuniront en Blône en 2021, on l'espère, l'inauguration du conservatoire à rayonnement régional avec un budget de 5,9 millions d'euros pour la seule année 2021, mais sur un coût total de 22,5 millions d'euros, et celle du Quadri, pôle de l'économie sociale et solidaire. Je vous rappelle qu'au global, cette opération en rue se chiffre à près de 550 millions d'euros pour notre territoire. Nous poursuivrons aussi la valorisation et la réhabilitation de notre centre ancien. Ce sont près de 1000 logements, 120 immeubles qui sont aidés dans leur réhabilitation de 2016 à 2023 avec un crédit annuel d'1,8 million d'euros pour une aide publique totale de 2016 à 2023 de 46 millions d'euros. Enfin, sur cette diapositive, il vous est indiqué que nous poursuivrons la rénovation énergétique de nos bâtiments et de nos équipements et de s'engager dans des constructions bas carbone, mais aussi des aménagements bas carbone. Et c'est peut-être ce changement d'échelle qui sera une des nouveautés de cette année 2021, puisqu'il s'agit dorénavant aussi de travailler à des échelles qui dépassent le simple immeuble et la simple construction d'immeubles. Sur la diapositive qui suit et le cadre de vie, vous dire que notre projet, s'il porte la promesse de garantir pour tous le droit à la ville et le droit au logement, il vise aussi à permettre à chacun de vivre dans un cadre de vie de qualité. C'est pour ça que nous réaménagerons la place de la parcheminerie en concertation dans ce dispositif que nous avons intitulé « Cœur de ville » et qui nous amènera donc à travailler sur cette place de la parcheminerie avec une provision de 900 000 €. Que nous livrerons des espaces publics autour des stations de métro, c'est près de 42 millions d'euros qui avaient été décidés pour ce faire, et par exemple
4,5 millions d'euros ont été alloués à la place Saint-Germain, ou encore 3 millions d'euros pour Jules Ferry. Et donc il s'agira sur 2021 de finaliser l'ensemble de ces aménagements. Nous poursuivrons l'opération des prairies Saint-Martin et des portes mordelaises pour donner aux Rennaises et aux Rennais des lieux de respiration et d'aération bienvenus. Nous déploierons aussi le plan vélo en lien avec le réseau express vélo métropolitain et le plan piéton. Enfin, nous permettrons des projets d'agriculture urbaine que nous viendrons soutenir. Ce sont 1,5 million d'euros qui seront budgétés sur le mandat, dont 300 000 euros dès cette année. Pour mener à bien ces politiques à la fois sur l'accueil des populations et sur le cadre de vie dont cette population peut disposer, nous avons souhaité avoir cette méthode du faire avec. Donc faire la ville avec les habitants. Il s'agira pour nous de finaliser et mettre en œuvre la charte de la construction et de la citoyenneté. Nous y reviendrons d'ici le mois de juin prochain, de finaliser aussi et de mettre en œuvre la charte de l'arbre pour disposer d'un référentiel partagé, et enfin de lancer la concertation centre-ville, à la fois sur la question de la Vilaine, mais aussi de l'axe Champs-Jacquet, Horloge et les quais. Merci, Monsieur Hervé. Et donc, pour finir, je me permets de vous présenter les quelques grandes lignes de notre groupe de travail sur les ressources, donc je dirais plus interne aux capacités de la ville et qui regroupe un certain nombre de politiques plutôt transverses. Comme mes collègues, j'en profite pour remercier les membres de ce groupe de travail que sont Philippe Boud, Ludovic Brossard, Daniel Guillotin, Pierre Janin, Didier Lebougeant, Cyril Morel et Emmanuel Rousset. Donc un travail sur le numérique, forcément, j'ai presque envie de dire, puisque les conditions sanitaires actuelles nous obligent toutes et tous à télétravailler en grande partie, donc avec une continuité de services maintenue grâce au numérique et grâce notamment à l'acquisition d'un certain nombre d'équipements portables. À noter aussi que dans cette politique d'équiper en fait de plus en plus nos agents d'ordinateurs portables, il y a aussi derrière une politique de donner une seconde vie à nos vieux équipements, puisque nous avons un contrat avec Envie 35 qui récupère les équipements un peu plus anciens afin de les remettre à jour et de les proposer à des personnes qui n'auraient pas accès au numérique. Nous avons aussi déposé un dossier sur ces questions de numérique, de médiation numérique, dans le cadre du plan de relance. Et ces 14 conseillers numériques, qu'a priori, je mets encore quelques guillemets, mais nous avons eu la nouvelle aujourd'hui qui serait acceptée. De nouvelles orientations sur les consommations énergétiques, ça correspond par exemple à un renouvellement de notre parc automobile pour aller vers des véhicules plus électriques et donc atteindre les objectifs d'une diminution de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On en parlait aussi précédemment, l'augmentation de notre ligne budgétaire sur les questions de rénovation énergétique. Et puis, c'est un travail plus global qui est piloté par Marc Hervé, mais que l'on mène collectivement à un certain nombre de collègues sur un schéma directeur de nos bâtiments publics. À travers ce schéma directeur, nous analysons l'ensemble des équipements de la ville, que ce soit les équipements culturels, les écoles, les équipements sportifs, avec un prisme à la fois usage et énergie, afin de pouvoir mieux programmer nos investissements sur les années à venir et orienter nos investissements vers les bâtiments qui sont vraiment prioritaires en termes d'usage et de rénovation thermique. Nous allons travailler aussi, et c'est un des engagements du mandat, sur un deuxième plan alimentaire durable pour notre restauration collective, et avec déjà un premier pas d'atteindre 40% de denrées durables dès 2021, dont 30% de denrées issues de l'agriculture biologique. Si je passe à la diapo suivante, un travail évidemment très fort, et
J'en adresse tous mes remerciements, notamment à notre collègue Emmanuel Rousset, sur la mobilisation de nos agents dans le cadre de cette crise sanitaire, une vraie continuité des services publics et à distance pour certains, ce qui n'est pas simple. Un engagement aussi de nos agents, alors tout comme l'année précédente, il l'avait été pour la distribution de masques, par exemple, cette année, ils le sont pour notre campagne de vaccination. Et ce n'est pas un moindre engagement, surtout dans les conditions actuelles. Et puis, nous avons lancé aussi, et nous poursuivons cette année, ce chantier du défi écologique en interne, donc, qui est porté par notre collègue Philippe Boude et qui permet en fait aux différents agents de notre collectivité de mieux s'approprier les questions du changement climatique, du défi énergétique et de pouvoir mettre en musique ces changements-là, tant dans leurs pratiques personnelles que leurs pratiques professionnelles, et surtout de pouvoir les partager, ce qui toujours engendre des changements collectifs plus significatifs. Et puis, je le disais aussi en introduction de la présentation de ce budget, nous allons travailler sur le lancement du budget genré et du budget climat, donc qui va être en fait le travail de construire des indicateurs permettant d'objectiver nos lignes budgétaires à l'aune de ces grandes thématiques que sont l'égalité femmes-hommes, l'impact évidemment de nos lignes budgétaires sur le climat et pourquoi pas aussi travailler sur un impact autour de la lutte contre la pauvreté. Ce travail va commencer cette année et va notamment aussi se traduire par un travail spécifique sur les aides que l'on octroie aux différentes associations, comme j'ai pu déjà le dire précédemment. Madame la maire, nous en avons terminé pour les grandes lignes de ce budget. Je vous remercie. Merci Madame Noisette. Qui souhaite intervenir ?